Et c'est démarré. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Ravi de se retrouver pour cette deuxième édition. Donc, nous attendons encore un petit peu de notre invité de ce deuxième webinaire, Sarah, qui est venue en complément avec Marc, qui est déjà présent cette fois-ci pour ceux qui nous avaient suivis la semaine dernière. Donc, on a changé un petit peu le programme par rapport à ce qui était prévu, qui était la communication. Où, comme vous l'avez vu, on a, suite aux questions qu'il y a eu la semaine dernière et aux interrogations de beaucoup de chefs d'entreprise, on a vraiment cherché à se focaliser, de répondre à beaucoup de questions vis-à-vis de l'environnement et de la psychologie. Et bien sûr, Sarah vient de nous rejoindre. Youpi. Merci Sarah. Donc, je me représente, Anthony Strecher, je suis chef d'entreprise comme beaucoup d'entre vous. Aussi président bénévole de l'association GSC qui organise et qui nous héberge pour ces événements qui auront eu lieu, je vous le rappelle, toutes les semaines, sauf la semaine prochaine puisqu'on est tous en congé, on a un petit jeudi de pont, jusqu'à fin juin. Marc, qui je pense pour beaucoup le connaissent déjà, navigateur au long cours, serial entrepreneur parce qu'à chaque course, il devait recréer des choses, repartir de zéro et se redévelopper. Donc, il nous aura aussi cette focale de navigateur. Et on accueille Sarah, qui est psychologue clinicienne, qui est aussi un petit peu quand même, a fortiori, chef d'entreprise, qui a sa propre activité, donc elle connaît aussi ce que c'est, et elle va essayer de nous donner une focale, une vision de quelque chose que l'on ignore souvent et qu'on ne sait pas. Comment fonctionne notre cerveau, comment on va réagir dans ces milieux d'incertitude qui sont quand même fantastiques actuellement, et essayer de nous donner quelques bonnes pratiques et de donner une focale un petit peu plus professionnelle que ce que l'on peut ou refuse de savoir en nous-mêmes. Donc, je vous rappelle le concept. Donc déjà, qui est, vous avez vu, il y a Pauline qui va être notre maître du temps sur nos 4 phases. N'hésitez pas à poser vos questions parce qu'elle va les centraliser pour qu'à chaque fois on puisse y répondre tout au long du webinaire pour essayer dans un parler vrai, le plus pratico-pratique, le plus réaliste au quotidien. Par rapport à ça, on a donc posez bien les questions. Pauline va être notre maître du temps là-dessus. Donc, bonjour Marc, beau temps dans le sud. Bonjour, ouais, oui, très bon. Très bon. Et encore merci à Sarah de nous avoir rejoints, qui se joint à nous pour ce webinaire et celui dans 15 jours, pour vraiment, parce que le sujet est dense, sur la psychologie du chef d'entreprise, comment on doit se comporter et comment ça fonctionne là-haut. Elle va essayer de nous donner quelques éclairages, de savoir déjà comment on fonctionne, comment on gère l'incertitude. Et dans 15 jours, comment on peut garder notre leadership dans ce monde qui est complexe. Bonjour Sarah, et encore merci de venir avec nous rejoindre pendant ces 2 épisodes. Bonjour à tous et puis merci à vous de me recevoir. Alors, le sujet aujourd'hui, il est l'incertitude. Je pense qu'on a tous et on vit tous en ce moment quelque chose qui est complètement nouveau. Il y a une semaine, on a vu comment se préparer au choc, à l'arrêt, de préparer, de structurer, fonctionner en étapes. Et là, ça y est, on commence à se lancer et on se rend compte qu'au final, on a une somme d'informations, parfois très anxiogènes, de chercher comment ça se passe le déconfinement, ma responsabilité de chef d'entreprise, comment vont gérer les collaborateurs, comment vont se comporter mes clients, comment vont se comporter mes fournisseurs, les banques. Donc, une somme de questions où on n'a pas les réponses, où on va se dire, mince, il faut que j'agisse, il faut que je reste un pilier pour mon entreprise, il faut que je reste un pilier pour moi-même. Je pars à l'inconnu et d'habitude, j'essaye, comme tout chef d'entreprise, de réduire notre champ d'incertitude. Et là, je sais pertinemment que j'en ai une foultitude devant moi, certaines très stressantes, certaines où là, je ne sais pas comment faire, et de se dire, mince, il faut que j'accepte l'incertitude et que je prenne des décisions avec une masse d'informations phénoménale et je ne sais pas du tout. Et je suis en train de prendre conscience que justement, je ne sais pas. Alors, Sarah, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment-là? Alors, dans un premier temps, je ne vais pas être très rassurante parce que au niveau neurologique, le cerveau, il n'aime pas du tout le changement. Nos fonctionnements cognitifs, ils sont faits de répétition et en fait, le cerveau aime quand c'est toujours pareil. Donc, quand il y a des changements, qu'ils soient minimes ou majeurs comme celui qu'on est en train de vivre en ce moment, forcément, ça bloque. On a besoin d'un temps d'adaptation. Et avant ce temps d'adaptation, on va avoir une période de stress qui va se mettre en place.
Alors, le stress, il va venir de deux facteurs, des facteurs externes, comme c'est le cas en ce moment. On va devoir se réadapter à un nouveau monde. Et puis, on a des facteurs internes qui vont ajouter du stress à tout ça, soit parce qu'on a vécu des mauvaises expériences dans le changement déjà précédemment, soit parce qu'on a des freins personnels qui font qu'on est moins adaptable. Et tout ça, ça va engendrer plus ou moins de difficultés à faire face au changement et à l'incertitude. Donc, ce qui est évident, c'est qu'il va falloir un moment, il va falloir du temps. Et l'acceptation de la temporalité, je pense qu'elle est nécessaire en cette période de post-crise là qu'on est en train de vivre. Il faut se donner le temps de passer les différentes étapes nécessaires au niveau neurologique à l'acceptation du changement. Quand on est dans la sidération ou dans l'angoisse, on ne peut pas penser correctement. Parce que le deuxième phénomène auquel on est confronté, c'est que le changement, par le stress qu'il génère, il va inhiber toute une partie de nos fonctionnements, en particulier cognitifs. Et à partir de ce moment-là, quand les fonctionnements cognitifs sont inhibés, on ne peut plus penser correctement. Ce qui se passe, c'est qu'on va être dans des réactions beaucoup plus archaïques. Et la pensée, elle n'est pas archaïque. On est vraiment dans le néocortex et le néocortex ne marche pas dans cette phase-là. Donc là, il faut prendre le temps de se poser, d'accepter, pour ceux qui connaissent les phases du deuil, on est assez proche de ce qu'on peut rencontrer dans les phases du deuil, avec une phase de déni. La situation a été très compliquée, on a été dans le refus. Après, on a eu une période un petit peu de colère, de peur, d'angoisse. Et puis doucement, positivement, on va rentrer dans l'acceptation, on va commencer à remonter la pente et on va même trouver du sens. On va trouver du sens à tout ça. Donc, quand on va avoir passé cette phase d'angoisse, qui va jouer sur plein de choses et aussi sur la légitimité qu'on avait avant. On ne sera pas… la phrase est un peu bateau, mais l'après-Covid ne sera pas l'avant-Covid, ni pour vous, ni pour vos collaborateurs. Moi, je le vois aujourd'hui sur les hotlines. Je travaille sur des hotlines spécialement mises en place pour le Covid. Là, on voit apparaître des collaborateurs chez qui ça a révélé des troubles dans l'angoisse très forts, des vrais blocages. Puis il y en a d'autres, à l'inverse, que ça va révéler. Mais pour certains, c'est compliqué. Donc, on doit retrouver notre équilibre et seulement quand on aura retrouvé notre équilibre, on va pouvoir faire des choses positives de toutes ces incertitudes liées au changement. Parce que le cerveau, il est aussi assez contradictoire. Je vous ai dit qu'il n'aimait pas le changement, et je persiste, il ne l'aime pas. Mais il n'aime pas non plus l'immobilisme. Une vie où il ne se passe jamais rien, où on ne découvre rien, c'est quand même très compliqué aussi. Donc, s'il n'y a pas de changement, on n'est pas confronté à nos peurs, on n'est pas confronté à nos limites, on n'a pas de challenge, on n'a pas de remise en question. C'est quand même les grands changements qui ont aussi permis tout un tas de découvertes, tout un tas d'évolutions, que ce soit au niveau de chacun ou au niveau de l'histoire avec un grand H. Donc, tout l'enjeu, je pense, en psychologie, d'un point de vue neuro, c'est d'accepter la temporalité que demande le changement, de l'intégrer, de l'incorporer pour vous, puis dans un second temps pour vos collaborateurs, pour pouvoir en faire quelque chose de positif, et même de très positif, parce qu'on est dans un monde en changement, et savoir s'adapter au changement, aujourd'hui, c'est une vraie force cognitive. Donc, moi, je pense que, voilà, ce qu'on peut dire au niveau neuro, c'est ça, c'est qu'on est dans un mouvement duel, mais dans un mouvement qui, à la fois, est compliqué, mais à la fois, quand on arrive à passer le cap, l'humain est capable d'en faire quelque chose de positif. D'accord. Donc, Sarah, je retiens une phrase, c'est de se dire il faut accepter que toute cette champ d'incertitude, cette complexité, ce choc-là, il faut l'intégrer, se donner du temps, alors qu'en même temps, notre cerveau de chef d'entreprise dire j'ai pas le temps, il faut que j'agisse immédiatement. Donc, il y a une dualité entre je dois accepter de prendre du temps et une autre partie de mon cerveau qui me dit j'ai pas le temps, il faut que j'agisse parce que tout le monde me demande d'agir et je dois agir. Donc, il y a cette complexité. Il y a une petite astuce pour arriver à changer le temps. Je pense que là, on n'est pas capable de ralentir le temps. Comment on peut arriver à minimiser, en fin de compte, ce duel et ce combat ?
Alors moi, je pense que ça va être un challenge pour vous tous, hein, c'est une évidence. Mais il va falloir, je pense, d'une certaine façon cloisonner. Il y a le temps de l'entreprise, il y a le temps du commerce, il y a le temps des achats, etc., selon vos entreprises diverses et variées, je suppose. Et puis, il y a le temps de l'humain. Et finalement, c'est sur ce temps-là qu'il va falloir prendre le temps, c'est sur l'humain. Il va falloir, là, être dans une appréciation, parce que tout le monde, quand on va revenir là dans l'après-Covid, tout le monde n'en sera pas au même stade de la courbe, si vous voulez. Hein, on va avoir des gens qui vont être des gens qui sont dans le changement plutôt pro-réactif, etc., qui vont l'avoir bien vécu, qui auront une expérience positive des changements précédents, qui vont monter, qui vont descendre mais remonter vite aussi. Puis on a des gens qui vont avoir besoin de plus de temps. Et peut-être que là, l'astuce, elle va être de s'appuyer sur ceux qui sont déjà un peu plus loin, qui ont déjà réussi à passer un certain nombre d'étapes. Et c'est facile à voir, hein. C'est des gens qui sont capables de penser, qui sont capables de réfléchir, qui ne sont pas tétanisés par la peur. Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, avec vos collaborateurs, c'est des choses que vous allez pouvoir percevoir dans vos équipes. Et puis peut-être être plus aidant dans un second temps pour tous ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps, justement, pour passer le cap. Parce que de toute façon, tant que le temps n'aura pas été passé, vous allez avoir des réactions. Il faudra, je pense, être vigilant parce que vous aurez des gens sidérés. Et des gens sidérés, c'est des gens qui ne pensent pas bien. Et à ça, il faut être prudent parce que finalement, là où vous penseriez potentiellement avoir un gain de temps, vous allez peut-être en perdre derrière. Donc, je pense que c'est ça, c'est connaître vos équipes, prendre le temps là d'appréhender dans quel état psychique ils sont en revenant. Ok. Et surtout, je retiens une phrase avant de partir sur l'autre sujet qui va être une transition, c'est de s'accorder du temps, de faire une coupure entre ce qui est très difficile, entre le professionnel et le personnel, et de se dire faut se donner du temps dans le personnel pour, je dirais, entre guillemets, se reposer, accepter, s'aider psychologiquement à se structurer pour être beaucoup plus dans l'action dans l'entreprise, donc du coup dans l'écoute et d'accepter cette temporalité et d'accepter, de dire je ne sais pas tout, il va falloir que j'avance semaine après semaine, et justement pour être le plus lucide possible, de donner cette vision phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, mais si je veux courir tout le temps, en fin de compte, notre cerveau implose. Notre cerveau, il implose, il perd du temps. Il prend le temps à gagner, il perd vraiment du temps. Le cerveau a besoin d'un temps d'adaptation. Et là, je vais vous faire un parallèle avec les petits. Moi, je travaille en crèche aussi. Donc, les petits, quand ils arrivent dans un nouveau lieu, ils ont besoin d'un temps qu'on appelle d'adaptation pour se sentir bien et être au top de leur capacité. Et bien là, nous tous, on a vécu une période de régression, de retour en arrière. Le privé et le pro étaient très mixés, c'était compliqué, il n'y avait plus tellement de limites. Donc là, on va avoir besoin de cette petite période d'adaptation, pas forcément très longue, mais elle doit être bien faite pour pouvoir repartir à fond la caisse. D'accord. Donc, on arrive au sujet. Déjà, avant de partir sur notre sujet, est-ce que, Pauline, il y a quelques questions par rapport à cette gestion d'accepter le temps, de l'acceptation de l'incertitude? J'insiste, posez vos questions. On est là aussi par timing, de phaser sur les 4-5 chaque fois moment de questions-réponses, d'avoir un petit peu de pouvoir et de profiter de la vision de Marc, de Sarah, justement sur ces questions de timing. Moi, après, je peux en poser plein de questions, mais le but, c'est aussi votre émission et de répondre à vos questions. Pauline, il y a quelques questions pour l'instant? Pour le moment, non. Je pense que les gens ont écouté attentivement les propos de Sarah et attendent la suite. J'imagine que ça va venir. Ok, bon, on va continuer. Donc, n'hésitez pas, marquez, posez vos questions. On est là pour ça. Et justement, Marc, et puis après avec Sarah, cette transition de garder cette confiance en soi. Il faut absolument garder confiance, être positionné, être un peu le référent, la mère pour tous, que ce soit pour nous, pour nos équipes, et cette prise de confiance. Comment on garde, Marc, déjà cette confiance, en soi inébranlable, moi, mes petits souvenirs de navigateur, quand on prend le départ d'une course en solitaire, au moment du démarrage, on a une bouffée de stress en disant ça y est, c'est parti, je sais pas où je vais au final, et je me rends compte que j'ai beaucoup de notions que je n'ai pas maîtrisées et que je ne sais pas comment ça va se passer. Comment toi, Marc, chaque fois, à chaque nouveau départ, tu te gardes cette soif et cette confiance en soi inébranlable? C'est aussi ce qu'on dit.
on le reconnaît, on aime cette incertitude, parce que ça fait partie vraiment des choses qui nous font vibrer. Alors après, c'est variable selon les personnes. Effectivement, je rejoins Sarah sur on est tous différents et il y a des personnes qui ont du plus de mal avec le changement. Mais je vais me permettre, pardon Sarah, d'apporter moi je dirais mon témoignage et qui pour une partie va un peu à l'encontre, on va dire, de ce que s'est dit tout à l'heure. Et c'est intéressant d'ailleurs justement, c'est que alors, je ne sais pas pourquoi, mais par exemple, mon cheminement personnel, depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui, a été constamment de chercher le changement. J'ai eu besoin du changement. Il doit y avoir des raisons à ça. Alors, on ne va pas faire de la psychologie ni de comptoir, ni de ici. Mais ça a été, par exemple, je vais prendre des exemples simples qui ont jalonné ma vie. J'ai quitté l'enseignement, je dirais, ce que j'appelle l'enseignement classique, le collège, pour rentrer à l'école Boulle, ce qui était assez compliqué. J'ai passé le concours avec pas mal d'années d'avance. Quelque part, il y avait une mise en difficulté majeure. Parce que je prenais un risque fou, j'avais 14 ans, les autres avaient 17-18 ans, et je me testais à quelque chose où j'avais toutes les chances de perdre. C'était quasiment pas gagné dès le début. Et j'ai aimé ce challenge-là. Et idem après, quand j'ai monté mes écoles de voile, idem quand je me suis lancé dans des courses au large. Au début, par exemple, donc Anthony, les courses du Figaro, dès les premières courses du Figaro, je pensais déjà à mes Vendée Globe. Alors que beaucoup de coureurs de Figaro se disent je gagne le Figaro et ensuite je pense à tout ça. Et cette nourriture, on va dire, en tout cas moi je l'appelle comme ça et c'est valable encore aujourd'hui pour ce que je fais, ce que j'ai envie de faire, les bateaux volants et tout ça, ça fait vraiment partie de mon ADN. En tout cas, je trouve ça assez intéressant. Mais cette vie a été jalonnée par pas mal de monde qui, eux, par contre, c'était plus compliqué, n'aimaient pas le changement ou avaient vraiment un peu peur de ce qu'on peut appeler la petite mort, quoi. C'est-à-dire le fait qu'on va changer d'époque, de fonctionnement, etc. Et dans notre monde, pour revenir un peu au monde maritime, pas forcément qu'à la voile, mais au monde maritime, si on a du mal avec le changement, ça va être compliqué quand même parce que c'est vraiment un univers comme le monde de la montagne, mais encore plus que la montagne, parce que les référentiels ne sont pas les mêmes, où on va se retrouver confronté, je l'ai déjà dit, mais je le répète, à une nature qui va nous imposer le changement de toute manière, puisque même si on a des informations, des fichiers, des connaissances, des capacités, ce qu'il faut, etc., tout peut arriver, tout. Le meilleur comme le pire. Et on ne nous demande pas la permission pour arriver. Et donc, il faut quand même accepter le changement parce que on peut difficilement, si par exemple je vais prendre le cas simple d'une tempête, on peut pas dire attendez là non je me sens pas très très bien, si elle peut revenir dans 2 jours, ça ira un peu mieux, on pourra l'affronter un peu plus. Donc cette confrontation constante aux éléments, et pas seulement en mer, parce qu'il y a aussi la dimension à terre, technologique, humaine, c'est une entreprise comme les autres, on dira. Et bien, moi, je trouve que c'est fatigant, c'est usant, c'est démoralisant de temps en temps, mais globalement, c'est assez excitant, parce que constamment, ça fait appel en nous à des... Ça fait travailler le cerveau, ça c'est sûr. Ça fait travailler pas mal de cases. Notre discipline, la voile, est un sport très complet puisque c'est autant les jambes que la tête. Et c'est assez génial de pouvoir avoir quelque chose sous la main, la voile par exemple, où on est constamment obligé de se poser des questions, essayer de résoudre des problèmes technologiques, de tactique, de stratégie, humains, de psychologie aussi d'ailleurs, de médecine, etc., etc. Et moi, j'ai toujours trouvé intéressant d'être confronté à des choses différentes à chaque fois parce que ça me nourrissait. C'est ce que vous avez un peu dit à la fin. Le cerveau a besoin de ça. Donc peut-être pour moi, il a besoin de beaucoup de ça et peut-être pour d'autres personnes un peu moins de cela. La marque, c'est l'exemple, je dirais, positif de quelqu'un qui sait qu'il est dans un environnement dur, qui va lui imposer justement perpétuellement des changements et de l'adaptation. Et là, pour beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de personnes dont je fais partie, là, je transmets la question à Sarah, c'est là, on le vit plus comme quelque chose d'anxiogène. Et justement, comme on transforme le côté marque qui est positif, à nous qui vivons ça de façon très anxiogène pour nous-mêmes et pour nos collaborateurs,
comment on arrive à avoir une vision aussi positive que Marc? Alors, comme Marc disait, ça va à l'encontre d'eux, moi je ne trouve pas. Finalement, votre cerveau, il aime le changement. Et peut-être que ce qu'il n'aimerait pas, c'est la stabilité. Hein, c'est ce qu'on disait. En fait, c'est ce que je disais aussi, comme on aborde tous le changement différemment. Pour certains, c'est beaucoup plus facile que pour d'autres. On fait aussi avec ce qu'on est. Et c'est vrai que la capacité à faire face au changement, en ce moment, c'est un vrai plus professionnel. Comment adapter, en fait, c'est comment vivre le changement positivement. La question, si j'ai bien compris, globalement, comme Marc finalement. En fait, Marc, ce que vous parliez des changements inévitables, comme la tempête en mer, si j'ai bien compris. En fait, les changements, en fait, ils arrivent. Je suis d'accord avec vous, on ne peut pas faire autrement que de les voir arriver. On les subit finalement. Et après, la question, c'est comment, par rapport à un changement que je subis forcément, j'arrive à le vivre positivement ou pas. Et c'est en ça que je parlais, moi, de temporalité. Pour certains, le temps d'assimilation du changement est plus long que pour d'autres. Certains vont avoir plus de mal à le vivre tout de suite comme une opportunité. Ce que c'est, effectivement, le changement, c'est souvent une opportunité, on est bien d'accord. C'est aussi pour ça qu'il y aura toute une partie, je pense, le 28 sur le leadership dans l'incertitude, parce que c'est aussi tout, je pense, le travail des managers de travailler sur ces incertitudes. Le management de l'incertitude, c'est un management pour moi de la bienveillance, et c'est ça qui va permettre à ceux qui sont un peu bloqués derrière d'aller mieux et de vivre le changement positivement. C'est votre travail de manager qui va se jouer là, je pense, si ça répond, j'espère répondre à votre question, Anthony. Oui, et je pense que là, on va ouvrir un peu de liste de questions parce que ça y est, les gens ont commencé à prendre l'habitude et j'ai vu Pauline réapparaître en disant, voilà, là, je vois l'enchaînement de questions qui arrivent avec beaucoup de questions. Alors, est-ce que Pauline, on peut faire quelques synthèses pour que Sarah puisse Sarah, Marc, qu'on puisse un peu éclairer et répondre aux questions? Il y a des questions très intéressantes, mais une ressort assez bien. Dans ce contexte actuel où on vient de démarrer une semaine de déconfinement, Florence pose la question pour elle, chef d'entreprise, a l'impression qu'on n'est pas encore dans l'après, mais on est encore plutôt dans le pendant. Et c'est plus cette histoire de gestion en temps réel, cette incertitude en temps réel en fait. Ça peut s'appliquer, je pense, à la fois en psychologie, mais aussi en navigation. Alors, effectivement, c'est compliqué en ce moment parce que le changement, il est quasi permanent. Je suis d'accord avec vous. On a eu parfois en plus des communications assez dichotomiques. C'était pas très facile et pas très clair et ça a rajouté de l'angoisse. Ça, c'est sûr. Je pense que là, c'est un peu l'importance du cadre en tant que chef d'entreprise, que au moins votre direction à vous, dans le changement, votre direction soit claire et elle, justement, pas changeante. Même si on est face à des changements extérieurs, on peut, j'ai envie de dire, rester soi ou son entreprise dans une ligne directrice, même si autour ça bouge. Je suppose que quand Marc est dans une tempête, il est obligé de se réadapter, mais il sait quand même plus ou moins où il va. Il doit avoir une idée de la direction et des actions qu'il va mettre en place. Enfin, il dira ça sûrement beaucoup mieux que moi. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de garder, à mon sens, ce cap interne et personnel à l'entreprise et au groupe qui en fait partie, même si ça vrille à côté. Là, il faut de la stabilité. Il faut remettre de la stabilité même dans le mouvement, je pense. J'espère répondre à la question. Et effectivement, il faut continuer à être dans l'acceptation, mais ce n'est pas toujours évident. Moi, ce que je voulais dire à ce niveau-là, c'est que déjà, je réponds rapidement là, parce qu'il y a un message que je vois. Non, je ne suis pas dans l'expérience individuelle. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai des salariés autour de moi, voire beaucoup. Et de temps en temps, j'en ai beaucoup, plusieurs dizaines, voire centaines. Et j'ai surtout des fournisseurs et des prestataires qui sont quasiment comme des salariés parce qu'ils sont là à l'année. Donc, c'est une grosse interaction. Et puis, j'ai fait beaucoup plus de courses en équipage qu'en solitaire, en fait. Et donc, ce que je me permets de dire, c'est basé sur l'expérience, avec beaucoup de monde. En fait, nous, par rapport en mer, c'est constamment le changement. Il y a pas mais c'est comme dans la vie, en fait. Souvent, on a tendance à l'oublier. Notre vie n'est que changement de l'âge de tout petit, vous parliez de tout petit tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la mort. On change constamment, mais on s'en rend pas bien compte. Et souvent, comme on s'écoute pas beaucoup, ou qu'on vit
ça arrive très fréquemment de vivre la vie, on vit une drôle de vie, on va dire, eh bien, les changements, on les subit, comme vous le disiez très justement tout à l'heure. Et le fait de subir, ça change beaucoup de choses. Quand on les anticipe un petit peu, et ça, là, je reviens sur le métier de navigateur. Le métier de navigateur, le métier de prendre la mer, quel que soit, pas forcément à la voile d'ailleurs, c'est l'anticipation. C'est-à-dire anticiper les situations qui peuvent nous arriver. On ne peut pas toutes les anticiper et on ne peut pas toutes les imaginer de fait. Mais par contre, on essaie d'en anticiper un grand nombre et quand elles arrivent, pour être le moins démunis possible. Et pour, effectivement, quand il y a un principe de compétition, par exemple, sortir le plus rapidement possible d'une situation ou complexe ou d'une situation qui aura cassé du matériel à bord, voire pire, on aura perdu un équipier en mer, ça arrive dans des choses dramatiques où là, la dimension par exemple psychologique prend un tour énorme puisqu'on est isolé, un peu comme on l'était dans le confinement, mais là c'est encore pire en mer, parce qu'on peut pas, voilà, on est complètement isolé et un choc arrive. Donc après, une grosse partie de la réponse va se passer effectivement dans le skipper, le leader, le navigateur, la personne qui va faire que la cohésion va rester, va exister. Alors pendant longtemps dans le monde de la marine, maintenant ça a un peu changé, mais il y a toujours un principe hiérarchique, que ce soit de la plaisance ou que ce soit de la marine, du commerce ou de guerre. On est obligé toujours dans un bateau d'avoir entre guillemets un capitaine, une capitaine, mais c'est obligatoire parce que sinon le bateau n'arriverait pas à bon port, c'est le principe humain. Mais pour autant, tout le monde discute, tout le monde échange, on tient compte de l'état de chacun et de chacune. Et puis, très vite, et c'est un point que je voulais amener dans la discussion, on est dans une époque, depuis quelques décennies, où on décortique tout. Et c'est très intéressant d'ailleurs. Je suis le premier preneur. Mais on coupe un peu, on décortique tout et souvent on coupe les cheveux en quatre. Les anciennes générations étaient un peu plus basiques que nous, un peu plus simples, mettaient un peu le couvercle sur beaucoup de choses, c'est sûr. Mais par contre, ils avaient cette capacité que nous, on est obligé d'adopter en mer. C'est que de temps en temps, on ne peut pas faire, je dirais, je ne vais pas dire de la câlinothérapie, mais être s'occuper de chacun. Et c'est l'action qui va, entre guillemets, soigner l'ensemble, qui va faire que dans l'action, même les personnes qui ont peur du changement, qui ont peur de la mort aussi souvent, qui ont peur du risque, mais qui sont là pour autant, hein. Donc ils sont venus de leur plein gré, ils sont pas forcés, vont se transcender dans l'action. Moi, c'est ce que j'ai vu pendant des années et des années. J'ai vu que l'action, alors pas désordonnée, hein, pas n'importe comment, pas agir pour agir, mais l'action permettait de regrouper tout le monde. Elle mettait peut-être la dimension mentale, psychologique, un poil en sommeil, ça n'empêche pas que ça revienne. Et l'action permettait, pour donner un peu peut-être des recettes, permettait d'avancer, quoi. Pour essayer de faire une synthèse et aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, qui reste pour beaucoup, puisqu'on n'a pas l'habitude, que ce soit pour nous-mêmes, pour nos collaborateurs, qui est très stressante, anxiogène, d'essayer de redonner confiance, de se redonner confiance à soi, de redonner confiance aux autres. Si on a quelques clés qu'on peut diffuser à tous, quelles seraient-elles, Sarah? Est-ce qu'il y a une recette magique? Je ne suis pas sûr, mais quelques petits axes pour reprendre confiance et avoir confiance en soi et donc du coup être beaucoup plus à l'écoute et donner des solutions à l'ensemble de nos collaborateurs qui sont somme toute quand même stressés par la somme de changements, d'incertitudes et l'anxiogénité qu'il y a à la recherche d'informations telle qu'on a aujourd'hui. Oui, alors, en tout cas, bon, effectivement, si je repars un petit peu sur mes petites bases neuro, je vous disais tout à l'heure que la peur, elle nous ramène à des sentiments très archaïques. C'est un sentiment très archaïque. Ça met en place le cerveau reptilien et c'est le cerveau de l'action, justement, principalement. Donc, la fuite dans un premier temps, l'agressivité dans un second et dans un troisième temps, c'est un peu ce qu'on voit souvent chez les collaborateurs en ce moment, l'inhibition. Effectivement, là, je rejoins un peu Marc. Le fait de traiter la peur profondément, c'est long. Et ce temps-là, c'est un temps que vous n'avez pas. Alors, ça n'empêche pas de proposer un accompagnement aux salariés qui ne vont pas bien. Je pense que ça, c'est une réalité qu'il va peut-être falloir prendre en compte en tant qu'entrepreneur. Mais effectivement, en thérapie, en tout cas, nous, quand on veut lever la peur, on sait que ce qui marche le mieux, c'est de confronter la personne à son angoisse, de la forcer à la regarder en face et d'y aller. Si je prends l'exemple des thérapies pour les TOC, tout le monde connaît les TOC. On peut avoir très peur des araignées, par exemple, une phobie des araignées aussi. Prenons la phobie des araignées encore plus classique.
J'ai très peur des araignées, ça me tétanise. Quand il y a une araignée, je suis dans la situation dans laquelle on est là avec le Covid, je pense plus, je hurle et j'attends un sauveur éventuellement. Ce qu'on fait en thérapie, c'est qu'on va proposer à la personne de se confronter progressivement à sa peur, de l'amener doucement à la regarder en face pour pouvoir l'affronter et repartir. Et on sait que c'est la méthode la plus rapide pour que la personne elle puisse repartir. Là, si je prends un exemple beaucoup plus Covid, en ce moment, on a des gens qui ne veulent plus aller travailler sur les hotlines parce qu'ils sont tétanisés. Il y a des gens qui ne sont pas sortis du tout pendant les 2 mois de confinement, par exemple. Des salariés, moi je travaille pour des hotlines de société, ils ne veulent pas retourner travailler dans leur société parce qu'ils ont trop peur. Ils ont même peur d'aller acheter leur pain. Donc, prendre le bus pour aller travailler ou le RER, autant vous dire que ce n'est pas pour demain. Cela dit, en allant progressivement, justement, en ressortant, en se confrontant, ils vont être capables de le faire, mais ça peut prendre un peu de temps. Donc, pour revenir sur la confiance, parce que là, c'est la peur et ce n'est pas la confiance, en tout cas, elle est maîtrisable. Elle est maîtrisable, la peur, la nôtre est maîtrisable et celle de nos collaborateurs, on peut les accompagner pour qu'ils y fassent face et qu'ils soient capables de l'affronter et d'aller dans l'action, comme disait Marc, qui peut être effectivement par moment une solution pour retrouver confiance en soi, en ses capacités, puisque plus on se rend compte qu'on est capable et qu'on peut le faire, moins on a peur et plus on va bien. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du cercle vertueux là-dedans. Les autres points importants pour faire face au changement et pour retrouver confiance en psychologie, c'est le lien. Le lien est vraiment important. Le lien social, c'est partie des médiateurs majeurs dans l'accompagnement et dans le retour à la confiance. Et puis aussi, il faut rappeler à nos collaborateurs et rappeler à vos collaborateurs que certaines choses ont changé, mais que leurs fondamentaux, eux, n'ont pas bougé. Ils ont les mêmes capacités cognitives, les mêmes capacités de compréhension. Il y a des choses qui sont solides. Leur personnalité est la même. Elle peut s'accompagner de choses difficiles en période de crise d'angoisse, de peurs qui sont apparues, mais eux, en tant que tels, ils ont gardé leur personnalité, le cœur de ce qu'ils sont. Donc, si vous saviez travailler avec ces personnes avant et que vous les connaissiez, vous pouvez vous appuyer sur ça. Vous les connaissez, vos collaborateurs. Et ça, c'est important pour les aider aussi. Et puis, il faut rappeler, et même si ce n'est pas évident et qu'on est, comme je le lis, en période de changement permanent, etc., et c'est vrai, la capacité à s'adapter, elle fait partie de ce qu'on est. Là-dessus, je rejoins Marc aussi. Même si pour certains, c'est plus compliqué, on l'a tous en nous. C'est intrinsèque à l'humanité. On est capable de s'adapter au changement. On a des ressources suffisantes pour faire face à ça. Donc, moi, je pense qu'il va, je vous disais tout à l'heure, prendre le temps, bien observer, et je persiste là-dessus. Il y a des gens qui vont avoir vraiment besoin d'aide, mais pour la plupart des gens, se remettre dans l'action, se remettre dans le travail, être accompagné par le lien, et là, je retourne, et sans être dans le gnantisme, vraiment la bienveillance dans un fonctionnement de lâcher-prise qui va être nécessaire, parce que moi, je pense que s'il y a un mot pour aller vite, quand on est face à l'insécurité, c'est le lâcher-prise. On ne peut pas tout contrôler, et on doit accepter de ne pas tout contrôler. Et on doit avancer en accompagnant, en étant présent. Et je pense que ça, ce sont pour moi les clés d'un management psychologique réussi en cette période difficile. Voilà. Donc, pour garder cette confiance, d'aller de l'avant, c'est d'accepter de ne pas savoir, d'accepter qu'il y a certaines choses où il va falloir prendre le temps d'eux, et surtout aller de l'avant. Et je dirais qu'à un moment donné, alors si je suis un peu provocateur, arrêter de trop réfléchir et agir. Pour moi, oui. Pour Marc, oui. Pour Sarah? Oui, en prenant le temps de bien regarder l'autre, d'y faire attention et de ne pas oublier que quand même les gens ont été meurtris par ce qui vient de se passer. Il ne faut pas oublier que la situation était quand même particulièrement compliquée. On n'est pas tous armés pour faire face de la même façon à ce genre de problématiques. Et je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Je lisais des commentaires qui disaient on a peur et on a des managers qui sont dans le résultat. Je pense que vraiment, là, les managers, ils doivent quand même entendre les inégalités. Alors, les inégalités, c'est peut-être pas le bon terme, mais entre les salariés, tout le monde ne va pas revenir de la même façon. Tout le monde n'est pas armé face au changement. Et c'est quand même important, ça, voilà. Enfin, de toute façon, les psychologues, nous, on aime bien l'humain, il faut bien faire attention, vous savez. Mais, ce qui est intéressant aussi dans quelque chose comme ce qui nous arrive, finalement, c'est, en tout cas, là, je me remets
un peu plus, puisque du côté on va dire des managers, des leaders, je l'avais dit dans le premier webinaire, c'est que quand on crée une entreprise ou quand on en prend la direction, globalement, on sait que derrière le mot entreprise, il y a l'aspect risque et inconnu. Risque parce que ça peut risque de réussir, on risque d'échouer, on risque de rien, qu'il se passe rien d'ailleurs, et inconnu parce que c'est très difficile, je pense, quand on a une entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, de se dire dans 4 ans, alors on se fait des projections, on tire des plans sur la comète et avec des rationalités, tout ce qu'on veut, mais on vient de le voir, tout peut basculer d'un seul coup. Et quand on dirige une entreprise ou quand on entreprend d'ailleurs, et c'est là le parallèle avec mon métier à moi, eh bien, ces deux jambes, hein, celle du risque et celle de l'inconnu, elles sont présentes. Et on a tendance là aussi à les oublier, et elles sont quand même celles qui nous accompagnent, qui nous font vibrer aussi, parce que sinon on aurait peut-être fait autre chose de notre vie et de notre action. Et de temps en temps, il faut les reconvoquer. Et ça n'empêche pas d'avoir peur. Moi aussi, j'ai peur. Moi aussi, je suis inquiet. Moi aussi, j'ai des énormes stress, qu'ils soient financiers, humains, d'avenir et tout ça. Je suis habité comme tout un chacun. Mais j'essaye de temps en temps, il y a des peurs que je mets dans le frigo, quoi. Je dis, je te sortirai dans 6 mois. Et voilà. Et je le fais vraiment. Vous devez le savoir, Sarah, c'est un peu comme l'histoire du cholestérol. Il y a du bon stress et du mauvais stress. Il y a des stress qui vont nous transcender, qui vont nous faire faire des choses exceptionnelles, et il y a des mauvais stress qui sont inhibants et qui vont nous bloquer. Là, quand on est dans une phase de reconstruction, alors je suis pas né pendant la guerre, mais je repense forcément à, par exemple, je prends Le Havre ou Brest. Je pense que les gens étaient sidérés, mais ils avaient eu des années pour le vivre. Mais quand ils se sont mis à la reconstruction de leur ville, et ça a été assez étonnant quand on voit les images, ils s'y sont mis, et j'ai vu ça aussi au Vietnam, à Hanoï, avec une énergie exceptionnelle. Et avec, quelque part, malgré tout ce qu'ils avaient souffert, une renaissance, un principe de renaissance. Et ce mot est un joli mot d'ailleurs. C'est le mot de transition entre le Moyen-Âge et ce que nous vivons, enfin ce qui a été vécu ensuite. Et je crois, enfin, je pense qu'on devrait tous essayer de s'approprier un peu cet état d'esprit. Et ça irait un peu mieux. On se regarderait un petit peu moins et on regarderait un petit peu plus autour et puis on aurait peur et ça marcherait, quoi. Voilà, je fais un incantatoire. Mais... Avant de partir justement à la transition de comment imposer notre chance et d'avoir une renaissance et d'être beaucoup plus acteur et bienveillant et aller de l'avant et d'imposer nos chances. Pauline, est-ce qu'il y a quelques questions qui ressortent en parallèle? Alors, il y a quelques questions sont passées et vous y avez répondu, Sarah et Marc, au cours de vos prises de parole. Là, il y a une question qui rappelle sur l'importance, en tout cas, de l'intuition. Et je voulais avoir un peu votre avis sur ce que vous en pensez sur cette notion de se faire confiance, mais aussi son intuition en lien avec cette confiance. Voilà. Allez. Sarah, oui, moi, je veux bien répondre. Position sur l'intuition. Oui, alors, tout à l'heure, je vous parlais de ressources et de s'appuyer sur ces ressources pour retrouver la confiance. Typiquement, moi, quand j'entends le mot intuition, la psychologue en moi a envie de dire l'intuition, c'est surtout un mélange de choses que vous savez sans savoir que vous les savez. Donc, faire confiance à son intuition, c'est faire confiance à tous ces paramètres que vous avez pris en compte sans vous en rendre compte forcément et que finalement, vous savez être juste. Donc oui, je pense que vous pouvez vous appuyer sur votre intuition à partir du moment où vous connaissez bien votre secteur de métier, votre entreprise, vos collaborateurs, c'est vous faire confiance. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas tellement de doute dans le fait de s'appuyer sur son intuition. Après, voilà, si c'est prendre des risques par rapport à une situation externe, se dire ça ne va pas faire de deuxième vague ou ça va faire une première vague, bon là, ça dépend de vous et de votre façon de fonctionner. L'intuition, c'est quelque chose de très beau et de temps en temps, alors là on va dire pour les salariés ou les personnes qui font vivre l'entreprise, au-delà de la personne qui la dirige, je dirais que par exemple la crise du Covid est indépendante de la chef d'entreprise. Donc l'intuition de la personne qui dirige l'ensemble et puis du groupe qui dirige l'entreprise n'a pas tant changé que ça. C'est le marché autour, c'est le contexte qui a changé, etc. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est continuer de faire confiance à leur intuition
et d'y inviter un petit peu de créativité. Je trouve que souvent, on sort aussi des difficultés en étant créatif. Et on l'oublie souvent. On est sur des peurs primaires, sur des fonctionnements assez comptables, et on oublie Moi, je lis l'intuition et la créativité, et de suivre son intuition aussi. Ouais. Donc, je dirais aujourd'hui, donc imposer sa chance, enfin reprendre, quand on disait la troisième partie, impose ta chance, prends cette situation comme des opportunités, suivre l'intuition qui vient en fin de compte d'un historique de toutes nos expériences. C'est au final, si je m'appuie sur la réflexion de Sarah Marx, c'est de ne surtout pas oublier nos réflexes que l'on avait avant. Se dire oui, le contexte a changé, mais maintenant, certes, il est beaucoup plus compliqué. Certes, on est complètement bloqué dans certaines situations, mais soit je reste statique, soit je revais au contact et je me recrée des petites victoires. Enfin, est-ce que c'est de se dire, je sais que la situation est compliquée, je vais arrêter de dire d'être négatif et se dire, je vais chercher la réussite. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un cap, il faut qu'on soit structuré. Peut-être de ne pas oser, de ne pas avoir peur d'oser. Enfin, je dirais qu'aujourd'hui, c'est de se dire, de toute façon, la situation ne peut pas être pire que ce qu'elle est. Elle peut l'être encore plus si je ne fais rien. Donc, il faut que j'agisse. Et de peut-être justement arrêter le cerveau d'avoir peur d'agir. Est-ce que c'est de mettre en place, et je vais donner quelques idées, après Sarah me dira oui ou non, est-ce que c'est fonctionner par petites victoires, petites étapes, de dire j'y vais, j'avance pas à pas, j'essaye pas de gagner la guerre ou de dire je verrai, je fais un plan de route pour les 2 prochaines années, mais j'essaye de gagner une journée, une deuxième, d'avancer, avoir une victoire d'ici la fin de la semaine et ainsi de suite. Est-ce que c'est ça aussi, de garder la ligne, garder confiance en soi? Est-ce qu'on peut partir de ce genre de choses? Sarah, vous en pensez quoi? Alors oui, moi je trouve que la vision, elle est importante. La notion de vision, elle est importante à long terme pour construire dans quelque chose de cohérent. Et je vous parlais aussi de la notion de lâcher prise, et ça, c'est plus dans ce que vous disiez, enfin, il me semble, voilà, d'accepter de tenter. De tenter. Et je pense que cette acceptation de tenter, elle est aussi vraie pour vous que pour vos collaborateurs. Et Marc parlait de créativité, et là-dessus, je le rejoins complètement. Les chamboulements comme celui qu'on vient de vivre doivent, à mon avis, être le terreau de la créativité. Et quand je vous parlais du management de bienveillance, pas mal à un moment, c'est ça aussi. C'est se laisser le droit de se tromper dans quelque chose que de toute façon, on prend le risque de se tromper parce qu'on ne connaît pas, effectivement. Hein, on est au lendemain et où on est dans quelque chose sur lequel on n'a pas de référentiel connu, globalement, même si on a des pistes. Donc oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a aller petit pas par petit pas, tout en gardant quand même la vision globale de quelque chose. Et se laisser le droit d'échouer, de rater, de repartir en arrière. D'accord. Et aujourd'hui, excuse-moi Marc, mais c'est de dire, aujourd'hui, le chef d'entreprise, on doit avoir une position d'exemplarité. Donc, il y a un peu comment, enfin, compte pour aussi, ce qu'on voit beaucoup de questions parce qu'il faut qu'on redonne confiance à nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble de nos collaborateurs, mais de se dire comment nous, chefs d'entreprise, on garde cette confiance, comment on garde ces premières victoires pour, je dirais, insuffler. Parce qu'après, le développement, la pérennité de notre entreprise, quand on voit certaines questions, comment rassurer les collaborateurs, est-ce que déjà, il ne faut pas nous-mêmes être rassurés? Qu'est-ce qu'on fait pour que nous, on réussisse, on soit rassurés? Et est-ce que c'est ça aussi, c'est quand même un exemple pour nos collaborateurs, collaboratrices, pour demain? Alors, rassurer, oui, il y a un travail sur soi pour vous, effectivement, retrouver votre confiance en vous. Maintenant, je pense qu'être rassurant, c'est aussi être dans la vérité quelque part. À un moment donné, quand on ne sait rien, on ne va pas dire on est sûr. Ça n'a pas de sens et ce n'est pas rassurant. Je pense que là, le fait d'être rassurant, c'est le fait d'être cohérent. Dire, nous, on a une vision de se dire que voilà, d'ici 6 mois, 8 mois, que sais-je, on veut mettre ça, ça et ça en place. Aujourd'hui, on est conscient qu'il y a tel et tel obstacle. Peut-être que ça n'ira pas comme on veut, mais on a quand même cet objectif-là. Et je pense que c'est la confiance en vos capacités, vos ressources justement, que vous pouvez transmettre et qui est rassurante à mon sens. Hein, si je prends l'exemple des parents et des enfants, parce que encore une fois, je travaille avec, un parent qui ne sait pas et qui dit je ne sais pas mais je vais faire, on va essayer, on va trouver des solutions.
c'est à mon sens, plus rassurant qu'un parent qui dit je sais alors qu'il ne sait pas, ou qu'un parent qui dit je sais rien et puis au secours. Hein, encore une fois, on peut être rassurant pour son collaborateur sans être soi-même dans quelque chose qui est complètement déroulé et dont on est sûr. D'accord, donc accepter de dire qu'on ne sait pas, accepter de dire on se donne des objectifs pour la semaine prochaine ou à un mois, on travaille ensemble et on va de l'avant. Ça est tout aussi rassurant, voire plus, que d'avoir des certitudes qui peuvent être contrecarrées de toute façon dans 24 heures suite à des changements sanitaires, logistiques, politiques et autres. Pour moi, il n'y a aucun doute. Comme je vous parlais que le cerveau n'aime pas de changement, je pense qu'un cerveau, il aime mieux quelque chose, on lui dit on va faire ça à un mois, on va le tenter comme ça, en sachant qu'il y a telle chose qui peuvent rentrer en compte, que c'est sûr que ça va se passer comme ça et qu'au final, ça ne se passe pas comme ça. Et Marc, quand tu étais dans une situation au niveau ton expérience maritime, que ce soit en solitaire ou en équipage, face à une grosse problématique, garder cette confiance en soi, tu l'as gardée, tu l'insufflais comment? Moi, je l'ai souvent gardée, et pas de façade, je l'ai gardée au fond de moi, parce qu'on est engagé dans un processus long, et la vie est un processus long d'ailleurs. Et on peut avoir des moments comme je disais tout à l'heure, des moments de mou, mais globalement, rester assez quand même, se tenir, quoi, on va dire. Même si on a des doutes, enfin souvent des doutes d'ailleurs, et c'est pas grave, c'est important. Et d'essayer pas de raconter n'importe quoi, comme le disait Sarah, c'est non, de dire les choses sans problème, sans se dire que c'est la vérité, de dire les choses, voilà, dire voilà, on en est là. Nous, on va tous, c'est assez simple, hein, quand le mât est tombé, y a peut-être quelqu'un qui va nous dire que non, mais on lui dira faut peut-être changer d'alcool, parce que mais donc voilà, il y a des faits qui sont là. D'ailleurs, dans la situation qu'on a aujourd'hui, il y a des faits. Moi, j'avais envie de faire le petit parallèle, bon, c'est un joke, mais quand on a un chemin, beaucoup de monde a un chemin, par exemple, habituel, et tout d'un coup, on met un sens interdit pour X raisons, parce qu'il y a une école, tout ça. Les gens, ils font quoi? Ils continuent dans le sens interdit? Ils continuent leur cheminement comme c'était un mois avant, un an avant, 2 ans avant? Non, ils vont changer. Alors après, on peut parler du bien fondé de ce changement, mais on est constamment confronté au changement. Je voulais juste abonder aussi sur le fait que, pour l'avoir expérimenté et continuer de l'expérimenter, la vie est faite de plein de petites victoires finalement. Il y a des grandes victoires, il y a des victoires majeures, il y a des réussites plus ou moins grandes, mais finalement, si on regarde bien et si on est objectif avec soi-même, quelle que soit notre position dans la société, c'est plein de petites victoires. Je ne parle pas d'économie, hein, il y a de l'économie, il y a du sentimental, il y a du physiologique, enfin médical, etc. C'est plein de petites victoires que l'on va additionner, et c'est plein de petits signaux faibles, et c'est important d'en avoir conscience, de se dire que ça peut nous aider à passer des journées qui sont compliquées, qui sont difficiles, qui ne sont pas exactement comme elles étaient il y a 60 jours. Et je dirais, de passer le gué, de passer cette époque un peu fluctuante pour les personnes qui sont en difficulté, qui se disent mais qu'est-ce que c'est l'avenir, quoi. Et il y a toujours eu, je crois, dans l'histoire de l'humanité et dans nos histoires, dans notre histoire personnelle aussi, des temps de mort, enfin des temps un peu où ça colle pas, quoi. Enfin, les choses collent pas, ça n'empêche pas que ça soit super après. Et je pense que là, je reviens un peu j'en ai parlé dans le premier webinaire, les voyages que j'ai faits, j'ai eu la chance de faire pour Arte auprès des peuples premiers. Eux, ils acceptent ce qui est. Et ça change beaucoup de choses. Ils acceptent ce qui est. Tous les peuples que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec lesquels j'ai eu l'occasion de vivre, acceptent ce qui est. Ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils partent. Alors, il y a des choses qui sont dures à accepter, hein, quand même. Moi, je les regardais, je me disais, mais ils ont un sacré courage, quoi. Non, ils acceptent et voilà, ils continuent le fil de leur vie. Si ça apporte une réponse, mais. Donc aujourd'hui, avoir confiance, insuffler cette confiance, c'est peut-être justement de se combattre soi-même en disant je ne suis pas un super-héros et je ne vais surtout pas chercher à donner cette image de super-héros, mais de dire, d'être sincère, honnête avec soi-même, avec ses collaborateurs, collaboratrices, en disant on avance par étapes, ça je ne sais pas, on va essayer, on va peut-être se tromper, mais on va le faire ensemble et on réussira ensemble ou on échouera ensemble. Mais à un moment donné, vu le nombre d'incertitudes dans lesquelles on est sûr de ne pas savoir. Donc, peut-être avoir l'honnêteté de dire et de se positionner par rapport à ça. C'est un peu les conseils que vous donnez, Sarah, au final. Oui, moi, je pense que continuer à avancer, de continuer à faire des choses, mais en même temps en disant que voilà, effectivement, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des surhommes.
mais en expliquant, en parlant. Je lisais une question, me semble-t-il, de comment on fait, voilà, par exemple, par rapport à quelqu'un qui bloque justement, qui est mal, et le fait de pouvoir parler librement, de pouvoir dire, mais là, vous nous mettez en difficulté, en ayant une attitude soit complètement dans le déni, soit complètement dans l'opposition. Voilà, moi je pense qu'il faut le parler vrai est très important, et de continuer d'avancer, d'être dans le parler vrai, dans le juste, humainement, pour pouvoir mettre en place des actions. Comme je vous disais, il y a le temps de l'humain, où on peut prendre le temps et voilà, d'expliquer, de parler, et puis le temps de l'entreprise, où là, il faut continuer d'avancer et mettre des choses en place pour pouvoir sortir rapidement, économiquement, de cette crise aussi. D'accord. Donc, pour justement faire cette transition d'avancer par étapes, c'est de se dire, on sait tous et on en a totalement conscience que nous ne savons pas tout. On ne devient pas intelligent en devenant dirigeant, et encore plus dans le contexte actuel où là, on est sûr que tout ce que l'on savait a été remis en question, et de rabattre les cartes. Mais par contre, il faut qu'on ait confiance, il faut qu'on impose notre chance, et justement, ces petites actions, il faut ne pas avoir peur d'aller confronter ses idées. C'est de ne pas rester dans son vase clos. Et on peut être un indépendant, on peut être un artisan, on peut avoir juste un collaborateur ou être seul. C'est de se dire, mes idées, il faut que j'aille les confronter, et de ne pas avoir peur d'aller vers l'extérieur. Quand on dit confronter ses idées, c'est justement, et je pense que vous l'aviez dit un petit peu en préambule, Sarah, c'est de ne pas rester seul, donc pas rester seul dans sa vie personnelle et autres, mais aussi ne pas rester seul dans sa stratégie de développement. Je crois que le pire, et on insiste, c'est d'aller chercher, entourez-vous, parce qu'il faut vraiment bien s'entourer, par des gens aussi qui vous challenge. Alors, pas nécessairement d'aller proposer à sa mère adorée qui va trouver tout ce que l'on fait génial de toute façon, donc je suis pas sûr qu'elle soit très challengeante et validée pour un nouveau projet, mais qu'il est peut-être important d'aller s'ouvrir vers d'autres secteurs d'activité, d'autres chefs d'entreprise, des réseaux professionnels, d'aller chercher le contact extérieur, de confronter ses idées, pas qu'en interne, pour voir si elles peuvent être challengées pour pouvoir réussir ces petites étapes. Marc, tu faisais comment justement par rapport à ça pour essayer de, chaque fois que tu t'es remis à zéro et recommencer, tu restais seul dans ton coin ou tu allais justement chercher des contacts ailleurs? Non, je l'ai fait à chaque fois, de me rechallenger. Pas trop, mais c'est exactement ce que j'ai fait à chaque fois, ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs. Par ce que j'appelle la curiosité. En fait, la curiosité de voir ce qui va se produire. J'ai dû rester un enfant, au fond de moi, enfin tout le monde est resté un enfant, mais moi je suis plus un enfant que d'autres peut-être, où je me dis toujours, j'ai envie de tester des choses, mais je le fais très sérieusement et très... et je me dis, ça va être intéressant. Alors, pas tout, et après, il y a un tri. Donc, le principe de curiosité, le principe, comme je l'avais déjà dit, d'être ouvert à peu près à 360, c'est-à-dire de se dire, il y a certainement dans mon champ de vision très, très ouvert des opportunités. Et ensuite, effectivement, de tester ces idées, de tester ces pistes avec d'autres personnes, d'échanger, d'accepter d'être contré, que ça soit pas bien, de se remettre en question, tout ça. Le sport nous emmène naturellement vers ça, de toute manière, parce que si on prend le sport sans l'habillage, par exemple, si on est brut, c'est un résultat sportif, premier, deuxième, troisième, quatrième. Et on peut raconter tout ce qu'on veut, voilà, que ceci, que cela, mais il n'empêche que le résultat, il est là. Donc, il est assez simple. On peut expliquer qu'on a eu un problème, etc. Ça, on peut trouver toujours des raisons aux choses, mais il n'empêche constamment confronté à quelque chose d'assez brut. Donc, pour progresser, on doit observer ce qu'ont fait les autres, on doit s'en inspirer éventuellement. On doit tirer, et ça c'est ce qui est passionnant dans le sport, mais dans la vie aussi, on doit tirer des leçons de nos échecs, se dire, si j'ai eu cet échec, c'est peut-être parce que, voilà, c'est pas forcément perdre, hein, c'est des échecs, ça veut dire par rapport à des objectifs qu'on s'est fixés. Et donc là, il y a beaucoup d'interactions. Et concernant la chance, parce que ça c'est quelque chose d'assez étonnant, on a un rapport à la chance qui est assez, je ne sais pas si on peut dire ambivalent, mais qui est assez étrange. Quand ça nous sourit, on dit non, moi j'ai pas eu de la chance, j'ai le talent, par exemple, j'ai souvent entendu ça en sport. Alors j'ai souvent dit, moi, quand quelqu'un a de la chance 10 fois de suite, c'est de la chance, là effectivement il y a du talent, il y a du travail, etc. Mais de temps en temps, quand ça arrive une fois ou quand ça arrive deux fois,
on peut invoquer la chance. Mais c'est génial d'avoir de la chance parce que c'est quelque chose, il faut la provoquer en fait, la chance. Et on la provoque que juste souvent, en se mettant un peu en difficulté, un peu en risque. Et là, tout d'un coup, tout doucement, la chance va sortir du bois. Ça peut arriver que la chance vous sourit parce que justement, il y aura eu cette poussée vers quelque chose que l'on n'avait pas imaginé au départ et qui est vraiment ou une prise de risque ou, comme je disais tout à l'heure, un départ vers l'inconnu. Et là, tout d'un coup, la chance fait un petit bout du chemin avec vous. On tombe un peu sur le même terme, c'est la chance, la confiance en soi et d'avancer, de réussir ces étapes, de s'entourer. J'insiste un peu et je pense que Sarah pourra appuyer par rapport à ça, c'est que si l'on reste seul avec la problématique très complexe de laquelle on est, ça va être très compliqué de réussir. Par contre, oser aider, oser aller vers l'autre, fait que l'on avance beaucoup. Savoir donner pour recevoir reste en fin de compte des valeurs très fortes qui sont peut-être des solutions pour réussir demain. C'est, je pense, le lien. Moi, je vous disais, une des ressources qu'il faut vraiment garder à l'esprit pour lutter contre l'angoisse et faire face à ces incertitudes et aller mieux, c'est le lien. Et j'en suis intimement persuadée. Et oui, que ce soit apprendre de l'autre, que ce soit aider l'autre, que ce soit recevoir de l'aide de l'autre, aussi accepter l'aide. Là, je pense qu'en ce moment, c'est important de savoir accepter l'aide des autres. Oui, je pense que c'est une nécessité. Je vais appeler la maîtresse de cérémonie, la maîtresse du temps, Pauline. Est-ce qu'il y a quelques questions là sur les quelques minutes qui nous restent, sur lesquelles on n'aurait pas répondu? Est-ce qu'il y a des questions qui ressortent? Il y a une personne qui nous posait la question de la responsabilité individuelle. En France, on avait beaucoup, voilà, nous avons besoin de sérénité, de sécurité. On est très habitué à ça et aujourd'hui, on attend très souvent que les solutions viennent des autres. Et là, je trouve que dans ce webinaire, quand même, les capacités et les compétences du chef d'entreprise, on va un peu au-delà. Et je voulais un peu avoir l'avis, moi, de Sarah et sur cette histoire de responsabilité individuelle, en fait. Alors, moi, je pense que, je vois la question. Alors, effectivement, je pense que selon les cultures, on est plus ou moins dans la responsabilité individuelle. C'est vrai qu'en France, on a une culture du groupe assez marquée. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, alors les chefs d'entreprise tout particulièrement l'ont, cette capacité. Je pense qu'on n'est pas chef d'entreprise si on n'est pas capable de penser par soi et de faire par soi-même sans attendre finalement de solutions qui viennent des autres, parce que c'est compliqué quand on est chef d'entreprise de fonctionner comme ça. Après, c'est vrai que c'est sécurisant. D'ailleurs, on voit, pareil, je vais prendre un exemple que moi j'ai vécu là sur les hotlines. Pendant le Covid, ça se passait bien. Tant que les gens n'avaient pas à prendre de décision, qu'ils étaient confinés et puis ils étaient confinés, tout allait bien. J'ai commencé à avoir des appels en masse de gens angoissés à partir du moment où la date du 11 mai est tombée. Et parce que les gens doivent faire des choix. J'y retourne pas, j'envoie mes enfants à l'école, je ne les envoie pas. Donc voilà, on s'est retrouvés face à la problématique du choix qui est anxiogène en tant que tel, puisque c'est ce choix-là qui engendre le changement. Là, finalement, on a subi un premier changement, mais on n'a pas eu le choix, donc on l'a accepté. Et là, maintenant, c'est un changement qu'on doit effectivement induire. C'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué au niveau des ressorts neuropsy que ça met en branle. Pour autant, encore une fois, je le répète, vous et vos collaborateurs avez des ressources internes pour y faire face. Le fait de faire appel à sa chance, de retrouver la confiance, de se mettre dans le lien, de discuter, d'échanger, ça lève ce genre de blocage et ça permet de se rendre compte que dans l'individualité, on peut y aller. J'espère avoir à peu près répondu. Peut-être un peu plus poil à gratter, mais c'est tout à fait juste, Sarah. Et c'est vrai que quand on n'a pas le choix, genre le match aller, donc soit confiné, bah là, toute personne ne parle. Mais par contre, quand on ouvre la boîte, là, on se dit, oh, pas moi, non. Et là, c'est très compliqué pour les chefs d'entreprise parce que à ce moment-là, tout le monde se retrouve vers eux, vers elles, en disant, bon, bah oui, vous prenez vos responsabilités maintenant, c'est à vous de voir ce que vous devez faire. Et on a la même chose quand on court, quand on fait des grandes courses, puisqu'on a la responsabilité de l'équipage. Si quelqu'un meurt à bord de nos bateaux, on est responsable quelque part, donc c'est très lourd à porter quand même. Et souvent, par exemple le Vendée Globe, qui est une course emblématique que j'ai fait plusieurs fois, il y a le problème des icebergs, par exemple, de prendre des risques avec les icebergs. Et on doit signer une feuille au départ du Vendée Globe qui annonce, c'est l'article 1, comme quoi, ou d'une course en solitaire d'ailleurs, ou d'une course, comme quoi on prend le départ en notre âme, entre guillemets, en notre âme et conscience, et en prenant toutes nos responsabilités.
et nos proches avec, de mémoire, je le dis. Et on nous met des points de passage obligatoires que l'on doit respecter. Donc c'est toute l'ambivalence d'ailleurs du système français qui est que on nous demande de signer un papier comme quoi on est responsable de tout ce qu'on fait, de nos actes, de nos actions, etc. Et ensuite on nous enlève, enfin d'une certaine manière, on nous l'enlève en disant de toute manière ça c'est obligatoire. C'est tout. Je vais pas régler le problème surtout là maintenant, mais c'est quelque chose qui m'a fait toujours monter les cheveux sur la tête en me disant moi je veux être responsable de mes actes, de ma vie, de ce que je fais. Et je trouve que c'est quelque chose de très beau d'être responsable, parce qu'on est, enfin, moi je trouve qu'on est aussi pour ça. Et nos sociétés nous l'enlèvent au fur et à mesure, voire c'est assez perverti, je trouve. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retourner vers, par exemple, le chef d'entreprise ou le politique en disant ah ben non, c'est vous le responsable. Moi je suis pour rien. J'ai rien fait, j'ai subi, c'est de votre faute, tout ça. Et ça, c'est un vrai, à mon sens, c'est un véritable problème. Et ça sera difficile de le régler pour les chefs d'entreprise. Ben justement, je vais essayer d'avoir un peu le mot de la fin pour conclure, parce que sinon on pourrait rester longtemps à discuter. Et ça sera le sujet dans 15 jours, justement, par rapport au leadership et d'accepter ces prises de décision, garder son leadership vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis de nos clients. Donc, il va y avoir, je vous donne rendez-vous le jeudi 28 à 14h, où là, on va vraiment, après le choc, comment redémarrer, c'est comment reprendre son leadership, comment manager ses équipes dans cette situation complexe où j'aurai le plaisir de vous retrouver tous. D'ici là, n'hésitez pas encore à poser des questions, envoyer des questions sur le webinaire pour qu'on puisse essayer d'y répondre et de les préparer. Là, cette fois-ci, on aura un peu de temps, on va avoir 2 semaines de travail pour essayer de vous apporter le plus de réponses possibles, pratico-pratiques, en franc-parler, en parler vrai. En tout cas, merci à tous, merci à Marc, merci à Sarah, merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne semaine et au plaisir de vous retrouver le jeudi 28 à 14h sur ce webinaire. Bonne fin de journée à tous. Merci.